Je vais juste regarder si notre batterie charge parce que je me connais. Ah, voilà, batterie chargée. Ça, c'est une chose de faite. Mes notes, petit cahier, comme vous voyez, je fais les choses bien. On revient à l'ancienne méthode. On revient au début. On revient aux premières vidéos de Céline Sleeve. Le bilan! Oui, parce que comme je vous l'ai promis dans mes vlogs après le bypass, je vous avais promis un petit bilan à mes 3 mois post-op, également à mes 6 mois post-bypass. Et ce qui est pas mal, le timing est plutôt cool, c'est-à-dire qu'à mes 7 ans de sleeve, ça fera 6 mois de bypass. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc vidéo qui est un petit peu moins régulière que ce que je vous ai fait là juste après l'intervention du bypass. Comme dit dans mon dernier vlog, il était très clair que j'allais être un petit peu moins régulière au niveau de mes partages sur les réseaux. Déjà, si vous voulez avoir des nouvelles régulièrement par rapport à la chirurgie bariatrique, par rapport au bilan annuel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les petites notifications, la petite cloche pour savoir dès qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne, parce que oui, je vais partager un petit peu plus maintenant sur la chirurgie bariatrique spécifiquement et moins en vlog, mais je n'ai pas encore forcément de régularité dans mes partages, donc n'hésitez pas vraiment à activer les notifications, c'est très important parce que au moins ça vous permettra de savoir dès qu'il y aura une vidéo en ligne. Je vais ajouter, parce que comme vous pouvez le constater, je suis toujours aussi bavarde, donc simplement je vous informe que cette vidéo, comme la plupart de mes vidéos, pas toutes mais elles vont toutes plus ou moins l'être, c'est en cours actuellement, cette vidéo est chapitrée. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre de description de la vidéo, à regarder au niveau des chapitres. Vous pouvez directement cliquer dessus pour pouvoir aller directement sur le sujet qui vous intéresse. Ça, c'est plutôt cool. Ce bilan des 3-4 mois post-op, parce que oui, on est plus à 4 mois qu'à 3 mois à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, sera dans la playlist des bilans annuels post-sleeve, qui va devenir les bilans annuels post-chirurgie bariatrique, puisqu'il y a maintenant aussi le bypass. Donc c'est vraiment les vidéos le plus important, à mon avis, la playlist la plus importante sur ma chaîne pour tous les opérés qui veulent voir une évolution de quelqu'un qui s'est fait opérer à 5, 6, 7, 8 ans, puisque je compte toujours, à l'heure actuelle, vous partagez mon expérience jusqu'à mes 10 ans post-sleeve. Voilà, il me semble que déjà pour l'intro, c'est déjà pas mal. Je vais quand même revenir pour tous les nouveaux abonnés et ceux qui me connaissent pas sur mon parcours de chirurgie. Donc moi, je m'appelle Céline, j'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie en mars 2016. Suite à cette sleeve gastrectomie, j'ai commencé à faire des vidéos, à vous partager mon évolution sur YouTube. Il suffit de revoir toutes les vidéos. Je suis ensuite tombée à 3 ans post-op enceinte de mon petit dernier. J'ai continué à vous partager cette nouvelle étape de ma vie et du coup de la chirurgie avec vous aussi en vidéo, et j'ai continué aussi à le faire par la suite après l'accouchement, etc., savoir comment je m'en remettais. Et depuis septembre 2022, j'ai dû en repasser. Si vous avez suivi le dernier bilan annuel des 6 ans post-sleeve, j'ai dû en repasser par un bypass. Alors non pas parce que je ne réussissais pas à perdre le poids de ma grossesse, je le reprécise bien, je n'avais que 10 kilos de grossesse que je n'avais pas réussi à reperdre, ça ne rentre pas du tout dans le cadre d'une chirurgie bariatrique pour perdre 10 kilos, soyons clair et précis. C'est pas parce que je n'arrivais pas à perdre ce poids là que j'ai fait ce bypass. J'ai fait ce bypass comme expliqué dans la vidéo des 6 ans post-op pour un problème médical qui est une torsion de l'estomac, plus connue sous le nom de twist. Voilà, j'y reviens dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la revoir, je vais pas revenir dessus ici. Donc depuis septembre 2022, exactement le 14, je me suis fait opérer de ce fameux bypass et je reviens aujourd'hui avec vous pour vous expliquer comment je vais à 3-4 mois post-op. Pour tous ceux qui voudraient savoir comment j'ai vécu l'intervention et le premier mois post-op, sachez qu'il y a une vidéo que j'ai faite le jour même de l'intervention, quelques heures juste après m'être fait opérer. Je vous la mets ici et elle sera également en barre de description. Sachez aussi qu'il y a plein de vlogs qui suivent cette vidéo du jour J pour que vous puissiez voir comment j'ai vécu mon arrêt, comment j'ai vécu mon post-op, afin que vous puissiez voir à peu près l'évolution et comment on peut être quand on est opéré de chirurgie bariatrique. Bien sûr, n'oubliez pas que moi, ce n'est juste qu'un partage d'expérience. Chacun vit sa chirurgie de manière différente. Je ne suis absolument pas médecin. Ce que je vais vous dire là, moi, c'est juste mes ressentis et ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça pour vous, bien sûr. Alors, c'est peut-être un petit peu redondant, répétitif, mais je préfère quand même le clarifier une fois de plus dans cette vidéo. Du coup, premier point à aborder avec vous, mon état de santé. Est-ce que je regrette ou pas d'avoir fait le bypass? Alors déjà,
Non, comme ça d'un premier abord, absolument non, je ne regrette absolument pas. Et quand bien même je le regretterais, sachez que je n'avais pas d'autre choix que d'y passer, puisque j'ai dû repasser par un bypass pour un problème médical qui était donc cette torsion de l'estomac, qui, je vous le dis ici, est un problème lié à la sleeve gastrectomie, plus exactement au geste chirurgical de la sleeve qui a fait que les agrafes qui m'ont été mis lors de la sleeve se sont adhérées aux parois de mon foie qui a créé une torsion de mon estomac et au fil des années, ça s'est aggravé, ce qui explique que j'ai dû en repasser par ce bypass. Parenthèse fermée. Donc forcément non, je ne regrette pas parce que tout simplement, tous les désagréments que j'avais avec cette torsion de l'estomac, je ne les ai plus. Les blocages dont je vous parle dans les bilans des 6 ans post-sleeve, je les ai plus. J'ai beau avoir été opérée du bypass là actuellement, je mange l'équivalent, voire même plus que ce que je pouvais manger avec la torsion de l'estomac. Vous voyez à quel point j'étais quand même gênée avec cette torsion de l'estomac qui mettait déjà à mal ma prise de repas puisque j'étais très vite bloquée à cause du nœud et qui accentuait du coup mes grignotages parce que très clairement je ne mangeais plus assez au repas. Donc au-delà de dilater mon estomac, de me faire mal, de prendre un risque avec cette torsion, en plus, je risquais de reprendre du poids parce que ça engendrait des grignotages. Déjà, ça, c'était pas top. Donc non, vis-à-vis de ça, rien que pour ça, j'ai un confort digestif depuis cette intervention que je n'ai pas ressenti, mais depuis, je dirais même avant la sleeve, finalement, quoi. J'ai toujours eu avec la sleeve, même à 6 ans post-op, cette sensation de blocage direct qu'on peut avoir jusqu'à quelques mois après la sleeve, sauf que moi, ça m'a suivi durant des années en fait. Ce que je croyais être quelque chose de normal, finalement ne l'était pas. C'était à cause de ce fameux twist. Voilà. Alors certes, mes quantités n'ont pas beaucoup augmenté parce que je viens d'être opérée d'un bypass. Donc automatiquement, vous vous doutez bien qu'avec la petite poche gastrique que l'on m'a créée, je suis limitée en termes de quantité. Mais je sais que ça va revenir petit à petit et que je n'aurai plus ce problème de bioblocage, que le chemin, du coup, le transit est bien refait et que là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça a amélioré aussi au niveau des reflux parce que oui, le twist que j'avais engendrait aussi beaucoup plus de reflux. Je vous en parle également dans mes vidéos. Ça pouvait me gêner lorsque je faisais du sport. Ça me gênait quand j'étais aussi à mon travail lorsque j'avais du stress. Pas seulement que la nuit quand j'étais dans mon lit ou en position couchée. Ça m'arrivait presque tout le temps. Très clairement, ça a amélioré ces reflux, mais je précise bien, mais à l'heure actuelle, j'ai quand même toujours besoin d'un protecteur gastrique, une gélule une fois par jour, mais je suis passée à une gélule au lieu de 2 auparavant. J'avoue que quand même, j'ai tenté l'expérience, si j'oublie mon protecteur gastrique, j'ai quand même encore à l'heure actuelle de très gros reflux, soi-disant que l'intervention du bypass devait enlever complètement cet inconvénient-là. Je ne peux pas dire que ce soit un franc succès chez moi à l'heure actuelle, si je veux être complètement transparente avec vous. Ça n'est pas vrai, ce qui a étonné un petit peu d'ailleurs mon chirurgien au rendez-vous des 1 mois post-op. Pour lui, il était quand même surpris parce qu'il estime qu'avec le mécanisme que j'ai eu et le fait d'avoir retiré la torsion de l'estomac, je ne devrais plus du tout ressentir ces reflux. Malgré tout, je les ai encore. Donc j'espère qu'avec le temps, ça va aller mieux. J'avoue que là je suis à 4 mois, j'ai tendance à dire quand même que ça continue à se réduire, mais je ne vais pas vous dire que c'est plus là, c'est pas vrai, ce serait vous mentir. Au niveau des inconvénients, forcément vous allez être curieux et alors du coup le bypass, au niveau des carences, de la fatigue, est-ce que tu le sens vraiment? Oui. Clairement, là je peux vous le dire, dans ces 3 mois, je l'ai très vite ressenti que niveau fatigue, carence en vitamines, ça a quand même plus d'incidence que la sleeve. Je vais pas vous dire le contraire. Et d'ailleurs, mon bilan sanguin le prouve. J'ai dû faire un bilan sanguin, je vais revenir avec vous dessus, aux 3 mois post-bypass, avec un rendez-vous. Mes résultats montrent bien qu'il y a quand même une nette descente et des carences qui sont arrivées que je n'avais pas avant de me faire opérer. Donc oui, c'est clair que le bypass a pour impact des carences en vitamines, et pas seulement, aussi en fer, etc. Clairement, et ça engendre une fatigue, je vais pas vous dire le contraire, je suis quand même plus fatiguée à 3 mois post-op avec le bypass que je pouvais l'être à 3 mois post-op avec la sleeve gastrectomie. Du coup, pour en venir un petit peu sur la chronologie, moi je vous les ai laissés dans mes vlogs à peu près à 1 mois post-op, où j'allais reprendre le travail, tout ça, et où je vous disais que
Je pourrais pas vous revenir régulièrement vous voir ici. J'ai quand même pu vous partager, je crois, le rendez-vous que j'avais eu avec le chirurgien. Il m'a demandé comment j'allais, donc c'est là où je lui ai parlé que bah forcément j'étais un peu fatiguée, ce qui était quand même un peu logique, hein, faut être honnête, mais lui il me trouvait plutôt bien. Je lui ai parlé de mes reflux, comme je vous ai dit, il était assez étonné et donc du coup je continue à prendre un protecteur gastrique. Et puis je lui ai parlé des inconvénients que j'avais, parce qu'il faut savoir que avec les carences qui sont liées au bypass, à la fatigue, au fait qu'on mange moins, on a une immunité qui est en chute libre. Et cette immunité qui est en chute libre, j'en ai fait vraiment les frais à 15 jours, 3 semaines post-op. Je me suis fait opérer le 14 septembre. Manque de bol, les virus liés aux maladies d'automne sont très vite arrivés dans mon entourage et mon entourage proche, notamment mes enfants, qui m'ont ramené tous les microbes à la maison, qui ont été malades, que j'ai dû garder en même temps que j'étais en convalescence durant mon arrêt de travail, et j'ai chopé forcément tous les microbes que me ramenaient les enfants. Donc à 15 jours, 3 semaines, j'en parle dans mes vlogs, il suffit de les revoir, vous voyez ma tête. J'ai enchaîné rhinopharyngite, gastro-entérite et angine blanche en l'espace d'une semaine. J'ai tout cumulé à cause de mon immunité qui était en chute libre totale, ce qui a engendré avec la gastro-entérite des vomissements. À 15 jours, 3 semaines, ça m'a fait assez peur parce que j'étais quand même fraîchement opérée. Tout ça, forcément, j'en ai parlé au médecin. Il faut aussi que vous sachiez, j'en parle vaguement dans les vlogs, mais pour tous ceux qui les ont pas vus, je préfère revenir dessus, que j'ai eu affaire aussi à des vomissements qui ne sont pas liés là, à la gastro-entérite, mais au fait que je ne m'hydratais pas assez. Donc vraiment, s'il y a une règle que vous devez respecter, c'est déjà la règle de ne pas boire 30 minutes avant et 30 minutes après vos repas, mais de bien boire le reste de la journée. Parce que si vous ne buvez pas assez, vous accumulez de la salive dans le mécanisme de chirurgie, notamment dans votre estomac. Cette salive prend de la place, forme une espèce de mousse un peu glaireuse, qui fait que quand vous la rincez pas et que vous mangez, et ben la mousse prend le dessus. Vous sentez que vous n'avez pas d'autre choix que de vomir pour aller mieux parce que vous êtes complètement bloqué. Mais vous ne vomissez pas les aliments que vous venez d'ingérer, vous vomissez cette espèce de substance blanche qui est en fait la salive qui s'est accumulée parce que vous n'avez pas rincé votre estomac. Et ça m'est arrivé 3-4 fois dans ce premier mois post-op. J'ai pas eu trop besoin de tout de suite prendre contact avec mon chirurgien ou avec le médecin nutritionniste qui me suit, parce que tout de suite je savais, grâce à toute l'expérience que j'ai avec la sleeve, que c'était dû au fait que je n'avais pas assez bu. Donc là j'ai compris, j'ai dit là Céline, faut que tu fasses plus attention, faut que tu mâches beaucoup plus tes aliments. C'était en plus à l'époque où je reprenais l'alimentation dite hachée, les petits morceaux, ça m'est arrivé au même moment. Donc là je me suis dit Céline, tu mâches pas assez et surtout t'as pas assez rincé ton estomac et tu le payes cash. Je crois que les 3-4 fois où ça m'est arrivé, ça m'a bien servi de leçon parce que depuis j'ai plus eu ce problème. Donc ça j'en avais parlé aussi au chirurgien le premier mois post-op parce qu'en plus de la gastro que j'avais eue où j'ai quand même beaucoup vomi, ces 3-4 petits vomissements là, j'avais peur qu'au niveau du montage de la chirurgie qui était toute fraîche, au niveau des agrafes, que ça tire un peu trop sur la cicatrice, que je puisse créer peut-être une fistule, ce genre de choses. Et c'est des questions que vous allez forcément vous poser, donc c'est pour ça que j'y réponds ici. Pas d'inquiétude. Le chirurgien il m'a dit surtout ne vous inquiétez pas. Votre chirurgie tient le coup, même si vous aviez vomi les 3-4 jours après l'intervention, tout ça. Il n'y a pas d'inquiétude tant que c'est pas tout le temps et qu'il n'y a pas de sang aussi qui apparaît. Donc ça vous pouvez être rassurés parce que moi c'est quelque chose, à 15 jours de chirurgie, j'ai eu très peur quand j'ai eu la gastro. J'ai dû vomir 8 fois dans la journée. Je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur quoi. Je vomissais aussi à force de tousser. Même le médecin m'avait dit moi j'ai peur que votre chirurgie étant toute fraîche que ça crée une hernie. Donc je vais vous donner un antitoussif pour au moins essayer de ne pas créer ce problème-là en plus sur une chirurgie qui est toute fraîche. Et le chirurgien m'a complètement rassurée, donc je tiens vraiment à vous rassurer vous aussi. Il me dit non, vous inquiétez pas. S'il y avait dû y avoir un problème, le problème aurait dû se voir 48 heures, au pire dans la semaine qui suit l'intervention. Mais là, 15 jours, 3 semaines, vous avez amplement dépassé ce fameux délai de risque à court terme de fistule, tout ça. Donc il m'a dit vous inquiétez pas, vous avez beau avoir été malade, bon c'est un coup de pas de bol, hein, c'est votre immunité qui est en chute libre, vous chopez tous les petits virus, faut prendre votre mal en patience Céline. Voilà, faut rester philosophe, prendre sur vous. Ok doc, pas de problème. Voilà, donc ça c'était à un mois post-op. J'avais aussi un rendez-vous de contrôle un mois après avec le médecin nutritionniste qui me suit, parce que vous savez que depuis que je suis opérée de la sleeve, je suis suivie par mon équipe
pluridisciplinaire qui m'a toujours suivi depuis le début, notamment le médecin nutritionniste. C'est lui le principal interlocuteur à qui j'ai affaire pour mon suivi. Donc lui aussi je l'ai revu pour faire le point avec lui à 3 semaines, un mois post-op. Donc là lui il était plutôt content, il voyait que ça allait bien, il m'avait autorisé à reprendre une alimentation hachée avec des petits morceaux, même un petit peu juste avant un petit peu les 3 semaines qui m'étaient soi-disant allouées pour le faire. Il m'avait dit non, enfin vous connaissez le principe, vous avez déjà eu la sleeve, je vous fais confiance, je sais que vous prendrez le temps de mâcher, donc pas de problème, je vous donne l'autorisation. À l'époque il m'avait également autorisé à reprendre les fruits crus et plus cuits et puis rester sous forme compote. Voilà, il m'avait quand même laissé carte blanche. Durant ce rendez-vous il m'avait également pesé et à un mois post-op, alors je le dis dans la vidéo, je faisais combien? Je sais plus. À un mois post-op, j'étais à combien? Céline, archive. Bon bah j'ai enfin retrouvé. C'était dans mes vlogs, forcément je m'étais filmée donc je ne sais plus, entre ce que je partage sur YouTube et sur les réseaux, je ne sais plus. Donc à un mois post-op je faisais 64 kilos, donc j'avais perdu 4,5 kg pour être exact. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo au niveau de la perte, hein, je vais vous tenir au courant quand même bien sûr, même si c'était pas le but de ma chirurgie. Donc j'étais à 64 kilos, comme je vous dis le médecin était plutôt content. Au niveau de l'alimentation, bah s'il y a bien un truc, une différence par rapport à la sleeve, alors est-ce qu'il y a peut-être aussi un petit peu moins d'appréhension? Pour moi ça a quand même été plus facile dès le départ de remanger que la sleeve, où j'avais beaucoup plus d'appréhension parce que je savais pas trop, je connaissais pas. Puis il faut savoir que le bypass, on m'a coupé un peu plus en bas de l'estomac, pas tout de suite au-dessus, donc au niveau du raccord entre l'œsophage et l'estomac, il n'y a pas eu du tout de manipulation faite dans cette partie-là. Du coup, il y avait moins d'appréhension. Quand je déglutissais, quand j'avalais, j'avais pas de sensation de blocage ou quoi que ce soit. C'était moins flagrant que ça pouvait l'être avec la sleeve. Donc c'était plus facile pour moi de manger. Donc quand il a vu que l'alimentation était super, il m'a dit bah oubliez tous les trucs mixés que vous aviez jusqu'au départ. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos ici de l'alimentation mixée que j'ai repris à 2-3 jours post-op. 2-3 jours post-op, je mangeais déjà le type d'aliment que je vous mets comme ça en photo avec le type de quantité. Ça, ce sont des photos qui correspondent au type de repas qu'on me mettait à disposition à la clinique du Chalonnais à 3 jours après l'intervention de la sleeve gastrectomie. En termes de quantité et de consistance, c'était exactement ça. Donc je vous les mets là en visu, ici en image, pour que vous puissiez vous faire à peu près d'une idée de la texture que vous allez manger les premiers jours et les premières semaines après l'intervention. Donc là, lui, le docteur qui me suivait m'a dit vous arrêtez cette texture là, vous pouvez revenir très clairement à des petits bouts, vous êtes tout à fait à même, vous connaissant, de pouvoir gérer ça pour retrouver une alimentation normale le plus vite possible en termes de texture bien sûr, hein, j'entends. Donc à partir de là, dès un mois, bah, j'ai repris le travail. La fatigue a été un petit peu plus présente. Non pas parce qu'il y a eu un changement par rapport à la chirurgie, c'est juste parce qu'il y a eu un changement par rapport à mon rythme de vie que j'avais jusqu'à présent. C'est sûr que d'être tranquille à la maison en arrêt quand les enfants sont pas là et que vous n'avez qu'à vous à penser, et encore hein, j'ai quand même eu pas mal de maladies, j'ai pas forcément été au repos très souvent à cause des enfants malades et moi-même, mais avec leur reprise du travail, la reprise du sport aussi, que j'ai repris à un mois, il m'a fallu quand même un petit temps d'adaptation pour reprendre une vie normale et réussir à gérer mes coups de mou. Il a fallu quand même que j'organise un petit peu mon quotidien autour de ça parce que oui, on a quand même moins d'énergie. C'est évident. Donc j'ai repris une vie quand même relativement normale puisque comme je vous dis j'ai quand même repris une activité physique et j'ai donc eu un rendez-vous pour faire le point à 3 mois post-op, donc c'était le 14 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, où j'ai revu le médecin nutritionniste qui me suit et également la diététicienne pour faire le point au niveau de mon alimentation, au niveau de mes carences et au niveau de mon poids. C'est à cette occasion que j'ai refait mon premier bilan sanguin, que là j'ai vraiment fait une analyse pour voir ce qu'il en était au niveau de mes carences. C'est à cette occasion qu'on a pu voir qu'effectivement tout était en chute libre. Alors j'ai repris quand même mes taux hein, qui sont apparus par rapport à ce bilan sanguin. Donc tout ce qui est hémoglobine et fer, ça a chuté de grave. Les plaquettes ont chuté. Et le fer, j'étais déjà en carence en fer avant le bypass. Mais on va dire ça que je le suis encore plus. Et d'ailleurs c'est la grosse bête noire des médecins.
le bypass et le fer, surtout pour nous les femmes, on est plus sujettes à cause des règles, tout ça, vous le savez, à ce type de carence-là, la carence en fer. Mais je sais que le bypass, ils ont beaucoup de mal. Même quand on est nous-mêmes supplémentés en fer, je le suis, hein, bien entendu, même si ça vous apporte de l'inconfort intestinal, moi, on m'a quand même obligée de continuer à en prendre parce que c'est vraiment une très grosse problématique. Parce que même en étant supplémenté en fer, parfois ça, on ne l'assimile même plus. On a du mal à l'assimiler et c'est une des grosses bêtes noires des bypassés et surtout des femmes bypassées. On a ce gros problème de carence. Moi, je ne connais pas une femme qui n'a pas été bypassée, qui n'a pas de carence en fer. C'est très très compliqué, surtout qu'on est un peu écœuré par la viande, hein, comme toute personne qui en passe par ce type de chirurgie, et qu'on l'assimile nettement moins. J'ai appris aussi, grâce à Laurence, diététicienne, merci Laurence, que si vous prenez des compléments en fer, évitez de le prendre proche d'un café par exemple, parce qu'apparemment la caféine empêche aussi l'absorption du fer. Donc prenez-le plutôt 1 ou 2 heures après avoir pris votre café ou avant de prendre votre café, mais pas au même moment puisque ça empêche l'absorption du fer. Donc merci Laurence pour cette petite aparté, je vous le dis aussi ici. Mais il y a de très grosses carences en fer, ça c'est un des premiers trucs qui se voit et qui se sent. Qui dit carence en fer dit fatigue. Et je suis fatiguée à cause de ça, hein. Ça n'est pas seulement les autres vitamines. Autre vitamine aussi la chute libre, c'est la vitamine A et la vitamine E, mais ça n'a pas surpris mon médecin parce qu'apparemment c'est typique. Je n'ai pas forcément de supplémentation en plus, si j'ai des supplémentations vitaminiques, j'ai encore la zinc, je vous mets la photo là, je prends encore de la zinc de gélules par jour pour complémenter cette carence en vitamines. La vitamine B12 se porte bien parce que je prends toujours 2 ampoules de vitamine B12 par semaine et ça bien avant aussi le bypass. Depuis la sleeve, ça fait déjà quelques temps que j'en prends parce que j'étais en carence et donc là on fait en sorte de remonter. Donc pour l'instant la B12 est plutôt pas mal et je continue aussi, ça j'en avais un de temps en temps mais c'était quoi, peut-être 2 fois dans l'année avant le bypass. Maintenant tous les mois j'ai une ampoule de vitamine D aussi, ça joue forcément aussi sur l'absorption de cette vitamine là. Donc ce que j'ai en traitement, j'ai de la vitamine B12, 2 ampoules par semaine que je continue de prendre après le bypass, une ampoule par mois de vitamine D de l'UV-dose, du Fumafert qui sont les compléments en fer, 1 à 2 comprimés par jour, de la zinc, forme et vitalité et donc mon protecteur gastrique qui est l'Inexium, 1 gélule par jour. Voilà ce que je prends en vitamines. On a parlé aussi de mon rapport à l'alimentation, de ce que je mangeais, parce qu'en même temps que je voyais le médecin nutritionniste, je voyais aussi la diététicienne pour faire le point. Donc là, je lui ai fait part un petit peu de mes difficultés. Donc les difficultés liées au bypass par rapport à mon alimentation, c'est déjà un petit peu plus de dégoût, mais je dirais comme toute chirurgie bariatrique, hein, on est quand même assez écœuré par les aliments qui sont riches, qui sont gras ou trop sucrés. C'est pas ce par quoi vous allez être attiré au départ, mais ça je le sais. Étant déjà passé par la sleeve, je savais que j'allais passer par cette phase-là qui revient. Ou qui reviendra peut-être pas avec le bypass, mais en tout cas qui était revenue avec moi pour la sleeve. Donc j'imagine qu'elle peut revenir aussi avec le bypass. Je change de position, désolée, parce que j'adapte toujours la même position. Mais je me rends compte que ça me fait mal aux jambes. Au niveau de ce dégoût alimentaire, bon, pas évident. Aussi, ne plus ressentir tellement cette sensation de faim, hein. Les chirurgies bariatriques influent sur des hormones. Vous avez forcément entendu parler, les hormones leptine et gréline. La gréline qui est la sensation de faim, qui vous dit, là j'ai faim, je veux manger. Et la leptine qui est responsable de la sensation de satiété, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit l'inverse. C'est bien ça. Je ne m'étais pas trompée, la gréline est bien responsable de l'appétit. C'est elle qui vous dit j'ai faim, je veux manger avant un repas. Et la leptine est celle qui vous procure la sensation de satiété. Donc il faut savoir que de toute façon, dès le départ, ces 2 hormones-là sont complètement déréglées de par la maladie qu'est l'obésité. Sachez-le, ça influe sur cette hormone de gréline et de leptine. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est culpabilité, stigmatisation, la notion d'effort, regardez la fin de cette vidéo, elle peut très clairement vous intéresser parce que je vais revenir dessus et essayer de faire au mieux pour vous déculpabiliser. Parce que oui, l'obésité est une maladie chronique qui joue sur ces 2 hormones qui sont la gréline et la leptine, qui ne réagissent pas de la même manière quand on est en surpoids et quand on ne l'est pas. Donc, quand on vient d'être opéré, on n'a plus cette sensation de faim. La gréline est un peu en mode pause. Pause, elle revient. D'accord ? Elle est en mode pause pendant quelques semaines, voire quelques mois, vous n'avez plus de sensation de faim. Donc moi j'ai fait part de ces difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des moments j'ai pas envie de manger. Contrairement à la sleeve, je me force à faire des repas même quand j'ai pas faim.
Je me suis toujours forcée à y penser parce que je sais dans quel piège on peut tomber. Se dire ah bah j'ai pas faim, je mange pas. Et alors je peux vous dire que quand la gréline va refaire surface et quand vous allez remanger, ça va être catastrophique au niveau poids, reprise de poids, votre corps il va plus rien comprendre. Donc forcez-vous à continuer de manger même si vous n'avez pas faim pour éviter le retour de bâton quelques mois après et encore plus quelques années après. Donc j'ai fait part de mes difficultés par rapport à ça, à ce rendez-vous des 3 mois post-op parce que oui, c'était quand même problématique. Surtout le matin, au petit déjeuner, très clairement, j'avais pas faim. Elle m'a dit quand même d'essayer de prendre quelque chose, surtout que je n'ai pas forcément l'occasion de manger au calme ma collation dans la matinée de par mon travail. Donc elle m'a dit, il faut quand même que vous ayez quelque chose dans le ventre. Donc pour information, actuellement, je mange 2, je vous les mettrai en photo, tranches de pain complet, en plus d'un café que je prends un petit peu plus tard dans la matinée. Mais c'est ce que je me force à manger le matin pour avoir quand même un minimum de glucides complexes dans le ventre et que ça me tienne un petit peu pour tenir le coup et pas avoir après des fringales parce que forcément fatigue, donc appel au sucre. Hein. Durant ce rendez-vous-là, je lui ai aussi fait part de mes difficultés avec certains produits laitiers puisque je suis sujette quand même, ça c'est clair au niveau inconvénient, aux diarrhées depuis que j'ai été opérée du bypass. Hein, ça c'est clair que niveau inconvénient, vous allez en avoir. C'est arrivé assez vite. Alors j'étais un petit peu surprise au début parce que tout le protocole qu'on m'avait fait, toute la prise alimentaire qu'on m'avait fait prendre avant l'intervention faisait que ça m'a un peu constipé les 2-3 premiers jours je crois, et je crois que du moment où j'ai commencé à réaller à la selle, ah bah après oui les diarrhées sont très vite arrivées, je vous en parle, il suffit de voir mes vlogs hein, durant mon arrêt de travail, ça arrive fréquemment et dès que je prenais notamment des produits laitiers, mais pas tous les produits laitiers, c'était surtout ce qui concernait les produits laitiers dits liquides, le lait, les yaourts, les fromages blancs, les styles, les Actimel, ce genre de choses. C'était des choses que j'aimais beaucoup manger, mais par contre ça me provoquait des crampes intestinales et des diarrhées dans la demi-heure qui suivait la prise alimentaire de ce type d'aliments. Donc à ces rendez-vous-là, la diététicienne m'a dit de limiter les produits laitiers, sauf les fromages que je digérais plutôt bien. Donc elle ne pense pas que ce soit un problème lié au lactose en tant que tel, mais peut-être plus lié à la forme liquide qui fait mauvais ménage avec le bypass. Hein. Le bypass est forme liquide, vous buvez du liquide, ça part tout de suite dans les intestins. Hein. Ça n'a pas le temps de rester dans l'estomac, donc automatiquement ça a une incidence beaucoup plus rapide sur la digestion. Donc elle m'a dit de peut-être tout ce qui est ces produits laitiers liquides les remplacer par des laits végétaux pour qu'il y ait une digestion plus facile, ne pas hésiter. De par ces problèmes de diarrhée quand même que j'avais encore assez fréquemment, qui diminuent quand même là, à 4 mois post-op, je peux vous le dire, je peux anticiper un petit peu la prochaine vidéo, le prochain bilan, ça diminue, j'espère que ça continuera. C'est toujours là, hein, ça vient, est récurrent, c'est pas un problème qui est réglé, mais ça diminue quand même plutôt. Elle m'avait du coup conseillé de limiter tout ce qui était gluten parce qu'elle me dit vous venez d'être opéré, votre intestin forcément est plus irritable. Donc évitez de lui donner des choses qui soient difficiles pour lui et qui accentuent les diarrhées. Donc tout ce qui est produit à base de gluten notamment, ne pas complètement les enlever parce que le but est de ne pas devenir intolérante au gluten. Hein. Mon frère est intolérant au gluten. Je sais quelle contrainte c'est terrible. Il y a beaucoup de choses hein, qui vous est interdit quand vous êtes intolérant au gluten, voire complètement allergique. Donc non, le but n'est pas de devenir intolérant au gluten, mais sachant que c'est quelque chose qui est forcément plus difficile pour l'intestin, essayez un petit peu de le limiter durant quelques semaines pour le temps que votre flore intestinale se refasse bien pour réintégrer peu à peu ce type d'aliments. Donc limitez le gluten pour tout ce qui est diarrhée, tout ça, et du coup mais quand même préférez au repas, du fait des diarrhées, de la fatigue et que je mangeais pas beaucoup, elle me dit de faire un petit peu le contraire de ce qu'on vous dit de faire quand vous êtes dans l'optique de perdre du poids, c'est-à-dire privilégier les féculents à vos prises de repas alimentaires. Préférez tout ce qui est glucides complexes, comme l'amidon dans les pommes de terre, le pain complet, les pâtes à base de farine complète, même le soir. Si vous avez envie de fromage, vous pouvez aussi en prendre le soir par exemple, qui est le contraire de ce qu'on doit faire quand, comme je disais, vous êtes dans une perte de poids, parce qu'elle me dit je vous trouve quand même très fatigué et le but c'est pas que vous soyez complètement à plat. Lapsus. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a été conseillé. Des conseils que je mets en place depuis ce rendez-vous et qui a l'air de plutôt bien marcher au niveau fatigue hein, et aussi au niveau diarrhée. Je pense que ça a joué. Le fait de manger un petit peu moins de yaourt, que je réintroduis un petit peu, notamment les midis, et ça passe un peu mieux. Donc je pense que d'avoir laissé le temps à mon intestin de se refaire une petite santé n'a pas été un mal au final. À ce rendez-vous-là, du coup, de par mon état de fatigue,
mes carences. On faisait un petit peu le point au niveau de ce que je mangeais, au niveau quantité. Il m'a été préconisé de ne pas faire plus de 2 séances de sport par semaine. Ouais. J'ai repris le sport de manière régulière à un mois post-op. Je voulais le faire avant. Alors sachez que le sport, ça c'est un truc qui peut peut-être vous intéresser. J'avais le droit de reprendre le sport 15 jours après l'intervention de manière modérée, hein. Cool, marche rapide, vélo elliptique, sortir votre chien, marcher un peu dehors, tout ça. Ça c'était au contraire même plutôt conseillé. Et le sport de manière illimitée, même immergé dans l'eau, c'est-à-dire la natation, tout ça. Un mois après l'intervention, j'avais le droit à l'autorisation sans aucun problème. J'aurais voulu le faire à 15 jours post-op, je n'ai pas pu le faire puisque ça concorde à toutes les maladies que j'ai dû affronter à 15 jours post-op. Dans mes vlogs, vous me voyez, je suis complètement morte. Clairement, je n'étais pas en état physique de pouvoir reprendre une activité sportive à ce moment-là. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Donc j'ai repris une activité régulière quand j'ai repris le travail en fait. Je me suis pas laissé le choix, j'ai mis le sac de sport dans la voiture et après le travail, 2 fois par semaine, j'ai repris mon aquabiking de manière régulière, 2 fois par semaine. Et à ce rendez-vous des 3 mois, on m'a dit de ne pas trop accentuer pour l'instant. J'aurais voulu, c'était un petit peu mon goal du mois de janvier. Parfois j'ai fait 3 séances, mais c'était quand même très rare. J'en suis restée à 2 séances pour éviter de trop me fatiguer, d'éviter aussi de prendre des risques inconsidérés pour rien, de me faire mal ou une déchirure musculaire parce que j'ai trop forcé alors que je n'en étais physiquement pas capable et qu'on me l'a dit en plus. À ce rendez-vous-là, oui, on m'a conseillé de ne pas accentuer trop de sport, de continuer à en faire parce que c'est quand même... Enfin moi je sais que c'est ma soupape de décompression pour mon moral, tout ça, j'ai besoin de mes séances de sport. Si vous me suivez sur les réseaux, vous me voyez régulièrement faire de l'aquabiking, tout ça. C'est ce que je fais souvent. Donc ça c'est un truc que je ne voulais surtout pas renier sur mes séances sportives. Et j'y allais mollo, c'est-à-dire que dès que je sentais que je n'étais pas, et même encore maintenant parce que je parle à l'imparfait, mais dès que je sens que mon corps n'est pas en mesure de... Là, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé une séance de Ofit qui est un peu l'équivalent d'un crossfit et dans l'eau et en dehors de l'eau. Après une séance d'aquabike, j'ai bien senti que mon corps n'était pas capable d'assumer de séances de cette intensité-là. Donc je ne le referai pas tout de suite. Parce que là, j'ai vu mes limites. Et j'ai dit non, là Céline, tu prends des risques. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps, que ce soit pour mes sensations alimentaires. Je me fais confiance. C'est même pas par rapport, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. Non, je mange ce par quoi je suis attirée, je m'arrête quand j'ai plus envie. Si j'ai pas envie d'un truc, je m'écoute. Mes sensations alimentaires, comme mon corps, là non, je sens que je tire sur la corde, je sens que je suis fatiguée, je n'y arrive pas, je n'insiste pas, je ne culpabilise pas. Je me fais confiance en fait, faites-vous confiance. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Du coup, par rapport à ça, je reviens au niveau de l'alimentation. Quand je vous dis que je fais confiance à mes sensations alimentaires, il y a quelque chose qui m'a paru comme évident. C'était pas si flagrant avec la sleeve, mais c'était quand même présent et j'ai réussi enfin à trouver. Je suis niveau alimentation extrêmement attirée par tout ce qui est croquant. Il faut que ce soit dur et croquant. Tout ce qui est mou ou très compact m'écœure très vite. Je n'éprouve pas de plaisir gustatif à manger quelque chose de mou et de compact. J'ai souvent envie de choses fraîches, croquantes. Les fromages, ce ne sera pas forcément des fromages trop mous, c'est des fromages à pâte dure. Je suis très crudité. Je suis très fruits style pomme. Des choses qui croquent. Vraiment qu'on sent qui croquent sous la dent. Faut pas que ce soit trop compact. Les pâtes, les pâtes c'est pareil, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Je suis plus du tout attirée par les pâtes. J'ai eu l'occasion de manger de la pizza dernièrement, ça ne m'attire absolument pas. Alors peut-être parce que c'est encore un peu trop gras, mais la pâte à pizza ne m'attire pas. C'est vraiment le côté croquant qui croustille vraiment dans la bouche, qui est un réel plaisir par rapport au reste. Je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose qui m'a paru tellement clair ces dernières semaines. Je me suis dit, tiens, peut-être que vous aussi, ça pourrait peut-être vous aider. Tiens, par quoi est-ce que je risque d'être le plus attirée après la chirurgie? Tout ce qui croque et ce qui est un peu dur. Tout ce qui est mou, alors peut-être parce qu'on passe tous par cette phase un peu liquide, mixée, où tout est un peu compact dans la bouche, où il faut mâcher longtemps. C'est peut-être l'effet inverse du coup qui arrive quand on peut remanger des choses un petit peu plus dures. On est peut-être attiré plus par ça, mais même moi, à 4 mois post-op, je suis encore attirée par tout ce qui est croquant.
Petite pause. Du coup, je reviens avec vous par rapport à ces rendez-vous-là que j'ai eu il y a 3 mois post-op. Je vous en avais parlé sur les réseaux, mais je suis pas rentrée dans les détails. Je voulais pas à l'époque parce que il y avait certaines choses qui m'avaient un petit peu irritée, gênée dans le discours que j'avais eu en face de moi. Déjà par rapport au sport, de dire à quelqu'un qui a été la majeure partie de sa vie dans l'obésité, qui a toujours associé l'activité physique comme quelque chose avec laquelle elle n'arriverait jamais à prendre de plaisir, de lui dire maintenant limiter de sport alors que c'est quand même ce qui me fait marcher maintenant, c'est ma dope, c'est ma drogue. Je pense avoir remplacé l'aliment doudou par mes séances de sport, par le café aussi, clairement. Ça aussi. Mais c'est un autre problème. Quand vous avez passé la majeure partie de votre temps à essayer de trouver du plaisir en faisant du sport et que vous finissez par réussir et que c'est un véritable plaisir et que là on vous dit bah non, limitez-vous. Non, je veux bien faire que 2 séances, mais si j'ai envie, je m'empêcherai pas de bouger, quoi. Par contre, je le ferai, je m'écouterai. Voilà, je vais pas partir courir un marathon ou même faire un footing de 30 minutes si on me dit attention, là, vous êtes limite au niveau de vos capacités physiques. Alors j'ai bien conscience que le but était en fait de ménager. En gros, le discours, il était là. Ça m'avait, la manière dont ça a été dit en tout cas, mais un peu gêné. Pas plus de 2 séances par semaine. Quand c'est ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien psychologiquement, faites en fonction de vos capacités, quoi. Et deuxième chose, là je vais revenir par rapport au poids. Forcément, on va peser. Et à 3 mois post-op, je faisais 61 kilos. Donc premier mois post-op, j'étais descendue à 64. Troisième mois post-op, j'étais descendue à 61. Donc vous pouvez le constater, ça reste une perte lente. Je le rappelle, je n'ai pas été opérée pour perdre du poids. Mais j'ai bénéficié du même mécanisme qu'elle bypass. Forcément, est induite une perte de poids, automatiquement. Mais elle n'a pas été faite pour ça. Donc ça vous prouve aussi qu'une chirurgie qui peut être faite après une première chirurgie, les fameuses chirurgies dites de seconde intention, quoi qu'il arrive, vous perdrez moins. Alors bien sûr, tout dépend de chacun, si vous avez beaucoup de poids à perdre, la taille que vous faites, si vous êtes petit, si vous êtes grand. Il y a beaucoup de choses qui jouent en faveur de plus ou moins une perte, que ce soit une première ou une seconde chirurgie. Mais il y a quelque chose de commun à toutes ces secondes chirurgies, c'est que vous perdez plus lentement et moins. Donc, gros disclaimer, ne vous dites pas « Ah bah ma première chirurgie n'a pas marché, c'est pas grave, au pire je peux en faire une autre. » Non. Dites-vous que c'est une solution, un coup de pouce qui vous est donné, qu'il faut prendre au sérieux dès le départ. Je vais pas dire que c'est la solution de la dernière chance, mais que voilà, là, c'est le traitement le plus optimal qu'on puisse trouver actuellement pour traiter l'obésité. Voilà, un traitement efficace qui ne durera pas à vie. C'est un coup de pouce, ça reste le coup de pouce le plus efficace. Donc misez dès la première fois parce que le second coup de pouce n'aura pas la même efficacité que le premier. Dites-vous bien ça. Donc faites les choses bien comme il faut. Dès le début, vous n'aurez pas forcément de seconde chance. Ne vous dites pas « Oh, j'ai encore la possibilité de… » Non, ça n'est pas vrai. Une chirurgie, après une première, a moins d'effet, en tout cas sur la perte, puisqu'en plus le corps a une mémoire et sait se défendre. C'est son but, lui, de ne pas se dénutrir, de nous garder en bonne santé. C'est son but à lui. C'est pas de nous faire fondre, sinon on serait tous extrêmement malades, complètement dénutris. Ça n'irait pas du tout, soyons clairs. Le corps est là pour faire son job, nous maintenir en vie. Faut pas lui en vouloir pour ça. Il fait son job. Voilà, qui peut être plus ou moins déréglé par l'obésité, on est d'accord, qui est biaisé, voilà, il sait plus trop comment y faire, donc il stocke plus, on est d'accord, mais il joue toujours son rôle, vous gardez en vie. Essayez en tout cas, le plus possible. Donc, à cette consultation, par rapport au jour où je me suis fait opérer, moins 7,5 kg à 3 mois post-op. Et là, autre chose qui m'a un peu... que j'ai trouvé bizarre, mais comment peut-il savoir? Le médecin me dit, bon bah là, je pense que vous ne maigrirez plus. Ah, ok. Même si je savais que cette chirurgie n'était pas dans le but de me faire perdre de poids, juste régler le problème du twist qui est réglé. Le chirurgien fait son job, pas de problème, machin, pas de souci. Forcément, on se dit si je peux avoir en plus un petit peu cet avantage de pouvoir me délester de ces fameux 10 kilos que j'ai pas réussi à perdre de ma dernière grossesse, j'aurais été contente. Je demandais pas BZF, juste ces 10 kilos là, me dire pourquoi pas en profiter. Et ce jour-là, le médecin me dit bon bah vous ne descendrez pas plus, j'y crois pas. J'ai trouvé ça d'une violence, même si le but n'était pas la perte de poids, quelqu'un qui a toujours eu un rapport au poids quand même relativement complexe. De lui dire ça de but en blanc de manière très assurée,
Ah, ouais, alors j'ai bien compris qu'à 3 mois post-op, au regard de mes antécédents, de mon anatomie, de mon histoire, oui, je perdrai pas plus, on me l'a toujours dit, vous perdrez pas énormément. On m'avait préparé à ça, mais qu'on me le dise là, depuis, là vous perdrez plus, bon, déjà comment peut-il savoir? Et d'ailleurs, je peux vous le dire, il s'est trompé, puisque je continue de maigrir à l'heure actuelle, sans forcément le vouloir. Enfin voilà, enfin moi je vous ai dit, je fais confiance à mes sensations alimentaires et le but est d'accepter aussi mon corps et comment il réagit à tout type de chirurgie. Je vous dis, avant de passer par le bypass, j'étais en pleine acceptation de ces 10 kilos, acceptation que bah ton corps il est comme ça et il va falloir que tu l'acceptes. Et je suis encore là-dedans. Mais la violence dont ça a été dit à ce rendez-vous-là, vous ne perdrez plus. Alors que, à un mois post-op, cette même personne me disait, je pense que vous pouvez arriver à votre poids d'avant grossesse. Et là, à 3 mois, il me dit, bon ben non, là, je pense que ça va. Donc j'ai bien compris que la perte allait se calmer et qu'elle allait plus être là. Maintenant, moi, j'ai profité aussi de cette chirurgie, au-delà de régler la torsion de mon estomac, pour me faire une piqûre de rappel, pour relancer une bonne hygiène de vie. En termes de sport, bon ça je l'ai toujours fait, vous me suivez, vous savez, mais en termes aussi d'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que je vais continuer. Mais c'est vrai que pour vous montrer que quand même, la perte n'est pas aussi grandiose qu'on pourrait l'attendre d'une seconde chirurgie. Et je vous en parle parce que je sais que la plupart des gens qui vont me regarder le font peut-être en vue de se faire opérer d'une seconde chirurgie pour perdre du poids. Ou pour régler un problème de reflux et de se dire, ah bah en même temps, je vais perdre du poids. Attention! C'est pas forcément le cas. Oui, vous allez probablement perdre un peu parce que comme toute chirurgie, le corps subit un traumatisme et que ça peut influencer sur votre appétit, sur votre manière de manger, donc ça peut induire une perte, on est d'accord. Mais c'est pas si époustouflant que ça peut l'être avec une chirurgie de première intention, je veux dire. Donc lui me confirme que je ne maigrirai plus à ce rendez-vous. Et donc il faut aussi du coup que je limite mes séances sportives à 2 fois par semaine pour éviter d'être trop fatiguée. Et j'ai pas aimé ce discours. J'ai trouvé ce discours dangereux pour un patient parce que d'un côté on me dit n'accentuez pas vos séances de sport parce que vous risquez d'être trop fatigué. Dans le même laps de temps on vous dit vous ne maigrirez plus. C'est difficile quand même. Alors maintenant ça va, il y a du recul, on rend compte que finalement tout n'est pas ancré dans le marbre et même le médecin le plus éduqué sur le sujet, qui connaît ce sujet-là par cœur, n'a pas toutes les réponses non plus, et fort heureusement aussi, sur l'évolution de chaque patient. Il peut avoir une petite vision comme ça de ce que ça peut être dans le temps, mais il ne saura pas tout. Donc là, je vous fais une petite update, on verra ça dans les 6 mois, mais actuellement je suis à 58,3 kg à 4 mois post-op, puisqu'on est à peu près mi-janvier. Moi je suis contente parce que finalement, je me suis délestée de mes 10 kilos de grossesse. Si je reste comme ça, pour moi j'ai gagné mon objectif à 4 mois post-op. Mon objectif personnel, mon objectif à moi que je me suis donné comme challenge en me disant tiens, profite de cette chirurgie pour peut-être te délester de ces 10 kilos qui t'embêtent depuis 3 ans. Voilà. Du coup, on va arriver à la fin quand même un petit peu de cette vidéo. Ça fait quand même longtemps que... Céline, qu'est-ce que tu papotes? 2 thèmes encore à aborder avec vous. Comparaison sleeve bypass. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée pour vous dire exactement les différences et les points communs qu'il peut y avoir entre ces 2 interventions. En tout cas, moi, d'un point de vue de mes ressentis à moi. Je vous ai pas non plus parlé des cicatrices. Vous les voyez dans les vlogs que je vous partage le premier mois de l'intervention. Je filme régulièrement l'évolution de mes cicatrices. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour voir les cicatrices, comment elles évoluent le premier mois post-op. Je vous mets également les cicatrices là à 1 mois post-op, qui sont, franchement j'ai beaucoup de chance, relativement propres. Forcément elles sont un peu rouges tout ça parce que c'est des cicatrices qui sont récentes. Il n'y a plus ces bourrelets qui me gênaient au tout début, les premières semaines post-op, ils sont complètement partis. Et je vais aussi vous mettre ici en cliché les cicatrices à 4 mois post-op pour que vous puissiez encore vous faire une petite idée de ce que ça donne. Bon voilà, avec les cicatrices de la sleeve que j'ai eu, j'ai aussi eu la salpingectomie que j'ai eu au mois de mars et j'ai également eu la vésicule biliaire, c'était il y a très longtemps. Donc niveau cicatrices du ventre, plus la césarienne de mes enfants, je suis parée, mais donc c'est pas ce genre de cicatrices là qui me font peur et je trouve qu'elles se sont très très bien résorbées. Je les ai massées avec l'huile billeul pour rien vous cacher régulièrement et je trouve qu'elles s'en remettent très bien. Ça vous permet de voir comment, en tout cas sur moi, ça a évolué. Et enfin, pour conclure sur cette vidéo, pour moi c'est quand même une conclusion qui va être importante. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout. Elle va être encore très longue.
Donc la conclusion que je peux faire de ce bilan de ces 3-4 mois post-op, bah déjà de une, et première chose essentielle, je ne regrette absolument pas d'en être repassée par cette intervention. J'ai eu très peur hein, quand j'ai appris que je devais en repasser par le bypass. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais en tout cas j'en parlais dans mes stories quand... Waouh, quand j'ai compris que je devais repasser par ces secondes chirurgies alors que j'étais en plein dans cette acceptation de ces 10 kilos que pour moi dans ma tête je ne reperdrai plus jamais. Je vous en ai parlé dans le bilan des 6 ans. Ça faisait 1 an que je travaillais sur le fait que bah, mon corps il est comme ça et c'est tout quoi. Voilà, faut l'accepter. Ça m'a fait très bizarre de devoir me dire waouh, je vais être obligée d'en repasser par un bypass quoi. Ça a mis du temps avant vraiment que ça s'inscrive psychologiquement là dans la tête, que je l'accepte et que je me dise bon bah falloir limite recommencer de zéro finalement. Ça m'a permis vraiment de remettre les choses complètement à plat, pas seulement par rapport à ma vision de la chirurgie et de ma morphologie tout ça, mais aussi par rapport à des choses qui m'avaient posé problème durant ma première chirurgie. Finalement fallait pas attendre de reconnaissance des autres et que je n'étais plus d'ailleurs du tout dans cette recherche de reconnaissance. La différence elle était là, c'était pas du tout le même contexte, ça m'a permis de finalement faire les choses pour soi avant tout, sans porter d'importance à la vie des autres en fait. Ça m'a permis de devenir autonome dans mes choix, de les assumer complètement aussi, même si c'est pas un choix pour le coup, c'est ça qui est terrible, mais d'assumer ma vie, d'assumer mes actes, d'assumer mon histoire en fait. Ce bypass m'a vraiment permis d'assumer mon histoire et de renforcer le tri que j'avais déjà commencé à faire dans mes relations sociales. Je ne ferai pas de vidéo sur l'annonce à l'entourage, les réactions, tout ça, parce que déjà ça a guère changé par rapport à la vidéo que je vous ai mis en ligne en 2018, je crois, c'était en janvier 2018. Je vous la remets là. Si vous voulez la revoir. Les réactions se sont confortées. Les gens qui avaient mal réagi la première fois ont mal réagi la seconde fois. Même limite, c'était empire. Les gens qui ont bien réagi la première fois ont très bien réagi à cette seconde chirurgie et en mieux encore. Il n'y a pas eu finalement de changement. Les réactions ont été les mêmes par rapport aux gens auxquels j'ai été confrontée. Donc je vais pas revenir dessus. Et en plus, je vous en fais vite fait une petite vidéo aussi en réel en short pour vous dire comment ont réagi mon mari et mon entourage quand j'ai dû leur annoncer le bypass. Je vais vous en reparler comme ça en vidéo beaucoup plus courte. Là-dessus, je vais pas m'étendre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a permis de faire un sacré gros tri et de vraiment prendre une distance par rapport aux gens et à la vie des autres en fait. Qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Ça a été une révélation pour moi en fait, cette chirurgie. De me rendre compte que ce qui était important finalement, c'était moi et surtout ma santé avant tout. Et pas ce que pensent les autres en fait de ce type de chirurgie. Parce qu'il faut pas oublier une chose, et là-dessus c'est très important, je veux vraiment que vous montiez le son et que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. L'obésité, tout ce que l'on a vécu à travers ce surpoids, n'oubliez pas que c'est une maladie. L'obésité est une maladie. Et je crois que dans notre société, je vais pas dire on l'oublie, on l'a jamais su. Et il est temps de faire prendre conscience aux gens concernés ou pas. Mon Dieu, il y a tellement de gens qui croient que c'est juste une question de volonté, qui n'ont pas du tout conscience finalement que c'est une maladie, qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont malades. Nous sommes des patients. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'obésité est une maladie reconnue par l'OMS depuis 1997. Il est temps que la société en prenne conscience pleinement. Et pas juste une partie d'infimes personnes, même les personnes concernées n'ont pas conscience de cette maladie. Ce que m'a permis ce bypass, ça m'a permis de me replonger dans ce que c'était cette maladie. C'est que ça m'a permis de faire prendre conscience que rien n'était acquis. Je vous le dis dans la plupart de mes vidéos, et moi on m'a prévenu depuis le début, même la sleeve on me prévenait. Attention Céline, cette chirurgie n'est qu'un coup de pouce sur un temps limité. Elle n'est pas une intervention qui va être miracle, ça ne va pas être sur la durée. Il va falloir faire des efforts. J'ai bien conscience qu'il va y avoir ce rebond pondéral, je le sais, on l'a toujours dit, s'il y a un truc que je sais, mais tant qu'on n'y est pas confronté, on se dit mais c'est pas grave, je sais que ça va revenir donc je ferai les efforts pour. Je sais tellement à quel point ça peut nous apporter d'inconvénients d'être en surpoids et je sais tellement quel avantage ça a de ne plus être dedans que je ferai tout. Mais j'avais pas pris conscience que ça ne se limitait pas qu'à ma simple volonté. Et c'est cela en quoi j'ai changé. Maintenant, aujourd'hui, en 2023. Et merci à tous ceux qui ont partagé avec moi durant tout ce temps, et notamment à Olivier, tu te reconnaîtras, je vais parler de toi dans pas longtemps d'ailleurs, qui n'est pas mon mari, je le précise.
C'est aussi un autre Olivier, je reviendrai à tous avec moi, impatient, qui a fait un livre fantastique, que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais qui fait prendre conscience que cette maladie, vous voyez le lapsus, que cette obésité est vraiment une maladie, et que c'est pas parce que vous avez réussi à perdre tout le poids, et que vous allez faire les efforts pour les maintenir, que vous n'allez pas en reprendre. Parce que ça reste une maladie. Parce que malgré tout, il y a un dérèglement hormonal qui sera toujours là. Il a été prouvé scientifiquement que même quand on redevient un poids normal, malgré même je ne sais pas combien de laps de temps d'années, ce dérèglement il est toujours là et il subsiste. Notamment au niveau de la ghréline et la leptine. Et que c'est un combat qui sera à vie. Mais pas un combat faire des efforts. Un combat d'acceptation que l'on est malade. Et il va falloir que j'accepte comme vous d'affronter ces variations morphologiques de ma silhouette pendant toute ma vie. Il va falloir que je déculpabilise aussi beaucoup et de pas me dire c'est de ma faute. Ça n'est pas votre faute. Ça n'est pas votre faute si vous reprenez du poids avec cette chirurgie malgré tous les efforts que vous maintenez. Ça n'est pas votre faute si vous avez repris du poids malgré tous les régimes restrictifs que vous avez fait durant toute votre vie, malgré tous les efforts que vous continuez à faire. Non, ça n'est pas votre faute. Déculpabilisez. C'est ça le premier message que je veux vous faire passer. C'est pour ça que vous ne verrez pas tellement d'avant, d'après dans mes réseaux sociaux, ni ici. Parce que ça n'est pas le reflet d'une réalité sur le long terme. C'est juste le reflet d'une réalité sur un instant T. Oui, aujourd'hui, je suis à revenu mon poids d'avant la grossesse. Je ne sais pas si dans 2 ans, je ne vous reviendrai pas avec mes 10 kilos en plus. La chirurgie fait partie d'un traitement efficace contre l'obésité. Ça n'est pas le seul traitement. On n'est pas tous obligés d'en passer par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids. Il peut y avoir d'autres alternatives. La chirurgie n'est pas conseillée à tout le monde. Il faut avoir la force mentale, après être passé dans un corps mince, à se revoir faire l'effet inverse. Et je vous avoue que psychologiquement, ça peut faire de très très gros dégâts et que tout le monde n'est pas capable de l'affronter. Clairement. Il va falloir vous préparer pas juste physiquement, mais aussi psychologiquement. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur les habits que je peux remettre ou pas d'avant ma grossesse, mais peut-être que je vous ferai une vidéo des habits que je suis obligée de remettre parce que j'aurais repris mon poids, des habits que je garde, contrairement à la première fois, parce que j'étais convaincue que oui, d'accord, il y a le rebond pondéral, oui, d'accord, je reprendrai un peu de poids, mais je vais faire tous les efforts et je sais qu'en faisant tous les efforts, j'arriverai à maintenir. C'est pas vrai. Parce que, encore une fois, l'obésité est une maladie et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il va falloir l'accepter. Sur ce, je vous laisse. Désolée, hein, c'est ça, je finis cette vidéo sur une note, je vais pas dire pessimiste, hein. Je veux simplement vous alerter et vous dire que va falloir vous battre. C'est pas forcément négatif et on est là tous pour se soutenir, mais je veux pas non plus vous vendre du rêve. Je n'ai jamais été là pour ça d'ailleurs. Bien sûr, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui réussissent à rester minces. On est complètement d'accord, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a tellement qui culpabilisent de reprendre du poids et qui ne s'affichent pas, qui ne le disent pas. Et c'est la majorité des patients. Et je peux vous le dire, vu le nombre de messages que j'ai et vu les échanges que j'ai avec des gens qui sont beaucoup plus confrontés que moi. Et j'estime y être pas mal confrontés grâce à nos échanges. Mais qui voient des patients et qui n'en parlent pas. Donc, à très très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aimerez mon nouveau partage sur la chirurgie bariatrique, avec notamment mes petits shorts aussi que je vais vous mettre à disposition aussi ici sur YouTube. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt ici ou sur les réseaux sociaux. Du coup, gros bisous et à très bientôt. Ciao.